C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens? Et ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui? L'école dehors avec Marie Petit. Merci Francine. Alors, on y va. Bonjour à tutti quanto. Bonjour à tous. Merci de continuer à être fidèle au Plein de Sens avec Anne-Sophie qui également est fidèle. C'est que tu pourrais aller dans d'autres podcasts, genre des trucs genre d'autres. Je crois que j'ai un peu trop de culture au niveau podcast. Non, il y en a plein, moi, des podcasts que j'adore. Vas-y, dis. Tu Fais de la pub pour les autres. tu sais vas-y. quoi? Je vais proposer aux gens d'écouter Radio Paillette parce que Mélanie Angéli, qui co-anime avec toute cette bande, Ouais. elle conseille souvent le nôtre de podcast. Donc, c'est un juste retour des choses. C'est super gentil. Et c'est vachement bien ce qu'ils font. Ils sont sympas comme tout. C'est une ancienne équipe radio qui faisait le morning et ils se... Et aussi, ils font du podcast comme nous. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment cool. Sauf que ça marche. Ouais. Alors, C'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Accueillir une nouvelle invitée. Tiens, ça, c'est toujours sympa d'échanger avec des gens avec qui on partage peut-être des valeurs communes. Je vois qu'elle est en train de se connecter Oui. déjà, donc on va faire une intro assez courte. Elle s'appelle Marie, on l'a eu à l'école, on l'a eu à la radio, quand on faisait de la radio il y a quelques temps. Et elle travaillait dans une école. Vous voyez, Voilà. d'où mon fourchage. Et sa spécialité, c'est que elle fait beaucoup d'ateliers aux enfants. Enfin, en fait, elle fait l'école en plein air. Ouais, c'est ça, elle mettait les enfants dehors. Ouais. C'était pas une punition, quoi. Ça que dit Et comme alors, ça, c'est jeter des bizarre. graines. Et c'est une méthode qui a été reconnue et applaudie. Non, mais il y avait beaucoup de trucs en extérieur. Et puis, elle a aussi fait attention à ce qui était organisé, les goûters d'anniversaire, par exemple, pour avoir moins de plastique, moins d'emballage, pour avoir une empreinte écologique la plus faible possible. Et puis, attends, elle en a écrit des bouquins aussi. Hein. C'est ça, en fait. Elle a eu un éveil progressif qui fait qu'elle est passée de directrice d'école, on va dire, même de prof, déjà maîtresse quoi, dans cette école, à directrice, et puis à directrice engagée, puis à maintenant encore autre chose. Elle écrit des livres, mais pas que. Je crois qu'elle est sortie du système scolaire et elle va nous raconter un petit Moi, peu je ce suis qu'elle crevée pour elle, là. Hein. Elle en fait des choses. Hein. fait. J'avoue, c'est fou ça. Bonjour Marie. Bonjour, Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir de te voir. merci de m'avoir invité. Ça, c'est vrai qu'il y a des invités. Enfin, je dis pas qu'il y a des invités qu'on préfère à d'autres. Hein. Mais toi, ça me fait particulièrement plaisir de te recevoir dans ce podcast. Bah oui, ça faisait longtemps qu'on s'était parlé. C'était à l'époque de la radio, à l'époque où effectivement je n'étais pas un chômeur en fin de droit. Pardon pour le spoiler, pour ceux qui ne savaient pas. C'était une époque où nous on était dans une machine qui était la radio et toi tu étais aussi dans un cadre, je crois que tu as quitté depuis. Puisque pour resituer le moment, moi je t'avais entendu dans un super podcast qui s'appelle 2030 Glorieuse de Julien Vidal, à qui on fait des bisous. Et on avait enregistré d'ailleurs un podcast avec lui, si vous voulez le réécouter. C'est vraiment un Oui. type passionnant. Ouh là là, pourquoi tu craches quand tu dis ça? Passionnant. Parce que c'est... C'est comme ça quand t'es passionné, quoi. Ah ouais, quand Tu je baves. suis passionnée, je bave. Ok. Et Marie, à l'époque, donc, tu étais dans une école primaire, c'est ça, en tant que Oui. directrice. Et ce que je disais, Oui. c'est que tu, petit à petit, en fait, tu as apporté des nouvelles valeurs à cette école qui n'étaient pas forcément présentes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de ce contexte, comment tu es arrivé dans cette école et puis ce qui a germé dans ta tête en premier lieu, quoi. En fait, la dernière fois qu'on a enregistré un podcast, je pense que c'est quand Colibri après est sorti, il me semble. Ah, attends, on avait enregistré un Après podcast. la Non. sortie de mon livre. Non, elle était passée dans l'émission. C'est juste une petite erreur de vocabulaire. Ah oui, mais c'est ça, c'est ça. C'était à la radio, oui, c'est C'était ça. à la radio. C'est Ouais, vrai. ouais, c'est ça, c'était à la radio. Et ouais. Donc j'étais dans une école maternelle, j'étais directrice dans une école maternelle et je débutais la classe en forêt avec mes élèves après la période de Covid en fait. Hmm. Voilà, donc on a fait classe en forêt et ensuite j'ai demandé ma mutation pour partir dans une école élémentaire avec des CM1 où il n'y avait pas de forêt du coup. Mais en fait, finalement, parce que moi aussi, du coup, je viens d'une très grosse machine, pas la radio, mais l'éducation nationale. Ouais. Et en fait, j'avoue que j'ai changé d'école en me disant soit c'est mon école le problème, parce que j'étais en REP quand même en éducation prioritaire, donc dans un milieu pas simple, soit c'est l'école avec un grand E. Ouais. Du coup, je suis un peu partie, pour faire classe dehors autrement aussi, pour avoir un autre niveau, un autre contexte de travail. Et du coup, j'ai refait classe dehors avec des élèves plus grands. Et mon but, c'était vraiment de m'amuser en fait en faisant mon métier et d'essayer un petit peu d'oublier toutes les contraintes de la direction
toutes les, comment on pourrait dire ça? Toutes les injonctions et d'essayer d'être moi au travail. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que, pour ceux qui pourraient pas comprendre comme ça cette idée d'aller dehors, qu'est-ce que toi tu pressentais dans le fait d'aller travailler dehors? Est-ce que c'est un truc que tu avais expérimenté en tant qu'élève quand tu étais petite? Est-ce que c'est un truc que tu avais testé comme ça une fois par hasard? Et quel impact tu as pu voir directement sur les enfants? Non, moi, j'ai pas du tout fait classe dehors quand j'étais petite. En fait, il y a plein de façons de faire classe dehors. On peut faire classe. Alors, le Graal, c'est de faire classe en forêt avec enfin, un maximum en fait en contact et en lien avec la nature. C'est pas trop ce que j'ai fait parce que, enfin, un peu en maternelle quand je faisais classe en forêt en maternelle, mais en fait, c'est surtout jouer. Hmm. Jouer parce que la réflexion que je me suis faite, c'est que la société a changé. Donc, les enfants vivent dans un monde aujourd'hui où euh, tout est rapide. Il y a beaucoup d'écrans dans la vie des enfants. Ils sont un peu sursollicités. Parfois, ils ont des agendas presque autant blindés que les adultes. Et on leur demande de faire deux, trois, parfois, enfin, quatre trucs en même temps. Ils ont toujours à penser. Ils ont des vies très remplies. Et en fait, en arrivant à l'école, bah, il se passe rien. Enfin, en vrai, c'est l'ennui total pour les enfants. Et il y a une telle différence entre la vie super active de leur maison et l'école où il se passe rien et on leur demande de se concentrer sur une simple et unique tâche. Moi, je pense que l'humain, il est hyper résilient et il s'habitue très, très vite à son environnement. Et du coup, je trouve ça un petit peu étrange de demander à des enfants d'aller à la même école que nous ou la même école que nos parents. En fait, l'école, elle évolue pas, alors que la société, elle évolue. Et la vie des enfants aussi. Donc, l'école, elle doit évoluer en même temps que la société. Moi, je suis pas trop pour mettre les enfants tout le temps devant les écrans. Bien sûr, j'utilisais un vidéoprojecteur, j'avais un petit peu de tablette dans ma classe. Mais en fait, j'avais envie qu'ils s'amusent, qu'ils s'éclatent et de leur montrer une autre façon d'apprendre. Donc, j'ai modelé un peu, au début, un cours par jour, et puis ensuite deux cours, trois cours, pour essayer de passer, on va dire, la moitié de la journée dehors à jouer. Mais en fait, c'est un peu... Enfin, c'est pas bidon, c'est juste, on fait des jeux sportifs en faisant de la conjugaison, en faisant des maths. Donc, on va associer, par exemple, une opération avec des résultats, et on va venir la porter à la maîtresse, bam, un point. Et en fait, je trouve que donc, tu me demandais ce que ça apporte, ben, de la joie Ouais. et de la motivation. Ouais, et puis Énormément de motivation. le jeu, t'as raison, ça permet quand même, ça permet quand même tellement d'apprendre sans même s'en rendre compte, en fait. Moi, ça me parle beaucoup, ce genre, enfin, cette forme d'éducation, parce que quand j'étais en CM2, par exemple, j'avais un prof qui, l'été, dès qu'il faisait très beau, en tout cas, nous faisait classe le matin et l'après-midi, en revanche, nous faisait faire le jardin. Et donc, on était dans un jardin et à travers enfin, la façon de faire le jardin ou de jouer aux boules, par exemple, et ben en fait, il nous apprenait aussi soit des maths, enfin, comme exactement ce que tu dis, et sans même s'en rendre compte, on apprenait en jouant, en fait, Et puis même tu as si mes gagné résultats étaient médiocres. T'as quand même gagné le championnat de pétanque 2004 à Tourcoing et pour ça, bravo. Ouais, Quand j'ai eu même. une médaille. Merci le prof Mais, de mais oui, CM2. c'est sûr que quand on est en mouvement, quand il y a du concret, ça me semble peut-être plus logique pour des enfants qui ont beaucoup d'énergie. Et alors peut-être que cette question ne sert à rien, peut-être qu'elle est piège, peut-être que non. Mais comment toi, tu ressens le truc? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, et depuis quelque temps, on demande à des enfants si jeunes de s'asseoir et de rester calmes et de pas bouger ça vient d'où ça? C'est culturel? Est-ce que c'est les adultes qui n'ont pas euh, assez de forme, on va dire, assez d'énergie pour suivre l'énergie d'un enfant et qui du coup se dit attends, ça va être mes règles d'adulte, reste assis parce que sinon moi j'en peux plus quoi. Euh, Bah ça, c'est même un problème qui va en dehors des murs de l'école. Je pense que, en fait, les enfants, très régulièrement, et pour m'être observée, donc oui, ta question, elle va être un peu dérangeante parce que, en vrai, c'est une sacrée remise en question qu'il faut faire. Mais j'ai l'impression parfois que les enfants, c'est un petit peu pas, un peu les souffre-douleurs des adultes. C'est-à-dire que, en fait, ils vont prendre pour ce qu'on n'a pas su dire dans la journée. À chaque fois qu'on n'a pas su dire non à son patron, à chaque fois qu'on n'a pas voulu se mettre en arrêt, etc. En fait, les seuls qui peuvent entendre nos frustrations,
et qui doivent nous écouter, c'est un peu les enfants. Ouais. Donc moi, j'ai l'impression que à eux, on peut tout dire, on peut tout lâcher, ils doivent nous écouter parce qu'on est les grands, parce qu'on est les adultes. Et j'ai même l'impression que plus les adultes sont frustrés dans leur vie, plus ils font la misère à leurs gosses. Ouais. Euh, moins ils s'amusent dans leur vie et plus ils en veulent aux enfants, quelque part d'avoir cette joie de vivre, ce, ce comportement un peu naïf. Bah, j'ai l'impression que les adultes frustrés, vraiment, c'est les pires avec, avec ces enfants-là qui sont pleins de joie et pleins d'innocence. Donc, ouais, voilà. Ça, c'est tout un chapitre de mon livre que j'ai écrit là-dessus, sur, en fait, on dit non aux enfants parce qu'on sait pas dire non, aux adultes. Hmm. Et donc, je pense que c'est un peu ça, c'est parce qu'en fait, on leur demande des choses, finalement, à l'école, que nous, on est incapable de faire. D'ailleurs, il y a qu'à voir les profs en formation, c'est hilarant. Franchement, on est là et on sait pas se taire. Et le lendemain, alors qu'on vient de vivre une formation de 3 heures la veille, qu'on n'en pouvait plus, qu'on n'arrêtait pas de se plaindre et qu'on se disait, punaise, le formateur, il aurait pu nous faire bouger, eh, on n'est pas des enfants, tu vois. Ouais. Et le lendemain, on arrive en cours, on a tout oublié, on fait pas le parallèle et on demande à nos enfants, à nos élèves, ben, de se taire, de lever la main, alors qu'on n'est pas capable de le faire. Bah, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on peut ressentir en entreprise quand tu as plusieurs niveaux comme ça de gens, entre les managers, les machins, les grands patrons. Enfin, moi, j'ai jamais su les noms de ces gens-là, mais bon, les gens qui ont des cravates ou les gens qui en ont pas, Oui, directeur, quoi. ou celles qui ont ceux qui ont des cravates mais qui sont pas très chères et ceux qui ont des cravates Cravate très chère. voilà. Mais en fait, tu peux avoir ça, tu vois, t'as ceux qui ont beaucoup de pouvoir qui vont exercer une pression sur les autres en dessous. Et tu peux remarquer qu'il y a ce qu'on appelle les petits chefs qui vont du coup faire souffrir beaucoup les gens encore en dessous. Et alors, je sais plus avec qui on en parlait, mais j'ai l'impression que c'est un sujet qui est revenu quelques fois dans nos derniers podcasts. Mais il y a vraiment un truc à faire, une espèce d'écologie intérieure, une remise en question, parce que l'humain, dès qu'il a un peu de pouvoir en fait sur quelqu'un, que ce soit un homme quand tu es dans cette société patriarcale, que ce soit euh, peu importe, à partir du moment où tu es dans le côté privilégié, dans celui qui a le plus de pouvoir, euh, bah, c'est justement là qu'il faut savoir s'arrêter, prendre conscience de qui on est, de ce qu'on fait, et de se demander si l'autre en face est bien traité. Et j'ai pas l'impression que ce soit un réflexe forcément qu'on ait tous. Et forcément, l'exemple avec les enfants, il est super, il est incroyable parce que n'importe quel adulte, même celui qui est un peu frustré dans sa vie parce que il aurait aimé faire tel ou tel truc professionnel, mais il a échoué pour X ou Y raison, bah, le jour où il a des enfants à la maison, il sait que s'il crie plus fort, il crie plus fort, il criera plus fort que l'enfant, il sera plus fort physiquement que l'enfant s'il faut aller le mettre dans sa chambre ou je sais pas où. Et donc ça revient sur cette phrase dont on parlait il y a pas longtemps, de un pouvoir implique de grandes responsabilités, un grand pouvoir, je sais pas quoi là, qu'on peut attribuer à des philosophes ou à Spider-Man, c'est les mêmes. Mais, euh, mais en fait, il est là le souci. En fait, on est en train tous d'analyser un petit peu le monde de qu'est-ce qu'il faudrait faire ou pas faire, ou qu'est-ce qui va pas, sans se remettre en question soi, quoi. Qui suis-je? Comment je me comporte avec les autres? Et surtout quand je suis dans une position dominante, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais comme 99% des gens, je me laisse aller et j'en profite parce que putain, j'en ai assez chié dans ma vie? Ou est-ce que je suis capable de me dire stop? Je suis peut-être parti trop Bah loin oui, là, hein. c'est un peu ça, tu vois. En fait, à l'école, moi, ce que je me dis, c'est ça marche pas. Donc, pourquoi continuer quelque chose qui ne fonctionne pas? On voit les résultats des évaluations nationales, c'est la cata. Donc, ça fonctionne pas. Et en fait, c'est pas, c'est le problème, c'est un peu trop facile, je trouve, de dire, ah, bah, le problème vient des enfants, le problème vient des enfants. Oh, les enfants d'aujourd'hui, ils ont trop d'écran, etc. Alors que pour moi, le problème, il vient pas des enfants. Pour moi, le problème, déjà, il vient des adultes, parce on parle beaucoup d'enfants rois. Pour moi, c'est plutôt notre génération c'est plutôt la génération des adultes rois. J'avais écrit là-dessus et j'en démords pas vraiment parce que je trouve que, en fait, comme tu parlais d'écologie intérieure, etc., on n'a pas trop tendance à être en gratitude dans un monde où on a tout ce qu'on veut, de plus en plus vite, euh, de plus en plus facilement. Enfin, voilà, c'est normal de commander avec son téléphone un repas qui arrive quelques minutes après. C'est normal de faire une commande d'un objet qui se trouve à l'autre bout de la planète et de l'avoir le lendemain. C'est normal de faire ses courses en ligne. Et en fait, j'ai aussi l'impression que on perd un peu ce goût à l'effort euh, au nom du confort. Et tu vois, c'est dommage parce qu'en fait, finalement, parfois, on a l'impression d'être dans des situations confortables
comme moi, j'ai mis du temps à me dire, bon, bah, je vais me mettre en disponibilité parce qu'en fait, je me répétais dans ma tête que c'était bien d'être souvent en vacances, que c'était bien de vivre au rythme de mes enfants de 8h30 à 16h30, que voilà, machin. Mais en fait, ça, c'est pas du tout du confort, quoi. Hmm. Et donc, pour en revenir aux enfants, ils vivent dans un monde où les adultes vivent dans un surconfort et ils n'ont pas le goût de l'effort non plus parce qu'en fait, on transmet à nos enfants comme ça des espèces d'habitudes et franchement, je trouve que les enfants ont vraiment du mal à faire l'effort d'apprendre. Ça leur pose vraiment un souci de se mettre dans une situation de je ne sais pas. Et du coup, ils abandonnent extrêmement vite il faut résoudre un problème mathématique, etc. Et donc, ben, pour résoudre ça, ben, c'est tout. Les programmes, c'est les programmes. Donc, on reste sur les programmes. On va pas changer le fond des choses, mais on va changer la forme. Par exemple, ce qu'on pourrait appeler de la triche à l'école, moi, j'appelle ça de la coopération. Et je trouve ça fou parce qu'en fait, ben, quand tu triches à un jeu, c'est que tu en as vraiment compris les règles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hmm. Mais moi, j'adore quand je fais un petit jeu de conjugaison et tout. Tu vois, il y a un petit jeu de conjugaison, c'est à la base un petit jeu qui s'appelle Épervier sortez. Et tu Ah, vois, j'adorais ce jeu. ils ont. Ouais, en fait, tu vois, moi, je le fais en conjugaison. Et donc, avant de jouer, chacun fait des petites étiquettes. On fait de la conjugaison, quoi. Donc, il y a un verbe conjugué sur chaque étiquette. Ils doivent prendre une étiquette, ils courent. Et s'ils se font attraper, ben, on dit, bon, bah, le temps, c'était l'imparfait, clac. Et si t'as pas l'imparfait, bah, t'as perdu. Et tu vois, il va changer d'étiquette. Mais en fait, à quel point il faut avoir vraiment compris les temps de conjugaison pour tricher et changer l'étiquette. Hmm. Bon, c'est de la triche, ok, mais en vrai, waouh, moi, ce que j'évalue, c'est les compétences de conjugaison. Et je me dis, putain, il a trop bien compris. Donc, je vais aller le voir et je vais lui dire, toi, t'es un petit malin, t'as trop bien compris ta leçon. Par contre, il fallait prendre qu'une étiquette et pas deux. Et Ouais. on change pas d'étiquette en cours de route. Et pareil, je trouve que le travail de groupe à l'intérieur d'une classe est très compliqué. Et aussi, on peut dire que moi, je suis une prof hein, qui est un peu, pas fainéante, mais genre, j'ai un peu la flemme de répéter 10 fois la consigne. Et quand on joue, bah, les élèves, ils aiment tellement jouer qu'ils écoutent. Ils écoutent parce qu'ils ont envie de jouer, ils n'ont pas envie de faire perdre leur équipe. Et donc en fait, ce qui est cool dehors, en plus du jeu, c'est que tu vois, tu as plein de petits élèves qui vont, comme c'est libre dans l'espace, ben, il y en a qui vont répéter les règles du jeu à ta place. Ça, c'est pas possible dans une classe parce que ça fait trop de bruit. Mais à l'extérieur, je sais pas, on va aller chercher les multiples de 6 dans la cour. Ils vont être en groupe et ils vont dire, mais n'importe quoi, mais c'est pas un multiple de 6. Regarde, 14 c'est un multiple de 7 parce que 7 fois 2 14. Et en fait, ils vont en fait donner tout ce qui va dans la leçon. Ils vont se le Hmm. dire dehors. Donc moi, quand je les fais jouer dehors, je les enregistre. Et une fois qu'on est devant notre leçon à devoir écrire et que je leur dis, alors, les multiples de 7 comment on fait pour les reconnaître? Ils sont là. Bah, on n'en sait rien. Mais moi, je les ai enregistrés. Donc, en fait, en plein jeu, ils sont capables de tout sortir, alors que dehors, alors qu'à l'intérieur, tu vois, quand tu leur poses des questions théoriques comme ça, Et oui, bah, parce en qu'ils fait, visualisent, donc forcément, c'est beaucoup plus facile. Enfin, moi, Puis l'intérieur. je trouve ça vraiment tellement intéressant que ça me semble même absurde que ça se fasse pas. Tu vois, peut-être qu'on peut pas le faire dans certains milieux, par exemple au collège, le lycée. Enfin, j'en sais rien si c'est possible, mais ça me semble tellement évident que je comprends pas pourquoi c'est pas mis en place de manière, tu vois, plus évidente, quoi, dans toutes les écoles primaires. Surtout que la salle peut poser un cadre particulier, quoi. Tout de suite, il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est comme si tu dédoublais. Enfin, moi, je sais pas, j'ai cette impression quand j'étais petit, c'est comme si je devenais une autre personnalité quand j'étais dans ce truc-là, parce que je savais qu'on attendait quelque chose de moi. Et c'est ça qui est difficile, en fait. Et c'est ça qui peut-être est inquiétant. Si tu te dis, pourquoi est-ce que je suis... Alors attention, hein, je parle pas de ne pas respecter des règles ou quoi. J'allais pas me balader en slip dans une salle de classe parce que je le faisais dans ma chambre. Mais par contre, tu sens qu'il y a quelque chose, tu peux pas être spontané, tu peux pas être toi, et tu fais pas appel aux mêmes ressources. Donc c'est en ça que c'est un peu gênant. c'est exactement le gros problème qui se pose parce que on s'enferme tous dans des cases. Moi aussi, en rentrant dans la classe, tu vois, 2 minutes avant, j'étais dans mon bureau en train d'écouter de la musique et j'étais Marie. Et là, j'arrive et clac.
je dois avoir ce statut. Alors, c'est bien de l'avoir de temps en temps. Je ne suis pas contre la salle de classe, elle est très utile et voilà, on ne peut pas tout le temps jouer. Mais en fait, euh, comment dire, tu me parlais de spontanéité et finalement, ça rejoint un peu la nature profonde et ce que je dis dans mon livre Élevé en plein air, c'est en fait, l'extérieur, il reconnecte l'enfant à sa propre nature. Et le but de l'école, fondamentalement, c'est quand même au bout de choisir un métier qui va te plaire. Pour choisir un métier, il faut quand même que tu te connaisses. Il faut quand même savoir mais qui je suis moi. Est-ce que je suis courageuse? Est-ce que je suis quelqu'un d'extraverti? Est-ce que je sais prendre la parole en public? Est-ce que je sais mener un groupe? Est-ce que non, je suis quelqu'un de timide? Est-ce que je suis organisée? Mais comment tu veux choisir un métier quand t'as pas la réponse à ces questions? Ouais. Et, et ça, je trouve ça assez frappant parce que c'est quelque chose que j'ai tout de suite remarqué avec mes élèves quand j'ai commencé à faire classe en forêt avec les maternelles. Je me disais, au bout de 3 semaines, on sortait 1 ou 2 fois par semaine, je me disais, mais en fait, je les connais pas. Là, ça y est, je sais que elle fait de la danse parce que pendant la récré, je la vois et du coup, je vais lui parler. Ah bah lui, il fait du théâtre. Et tu vois, en fait, je m'étais presque jamais vraiment intéressée à leur personnalité, à qui ils sont. Et du coup, bon, bah, forcément, en forêt, c'est ce qui est génial, c'est que bon, bah, il y a des arbres et on grimpe. Et au début, bah, tu vois, il y en a qui sont quand même assez frileux, assez peureux d'aller grimper, de faire, je sais pas, ils jouaient à, comment ça s'appelle le jeu où il faut se mettre chat perché. Ouais. Et jouer à ça. Et tu vois un peu les comportements des uns des autres. Et ça te permet aussi dans ta classe d'adapter, de te dire, bon, bah lui, ok, là, il a pris en charge le groupe, il est hyper à l'aise. Bah là, aujourd'hui, je vais demander à Sofiane de prendre un peu le relais et puis d'être le rapporteur du groupe, je vais demander à Elisa d'être l'arbitre du jeu parce que je vois bien qu'elle est un peu effacée. Et je peux en fait les aider comme ça à prendre des rôles qui, à la base, leur font peur. Et Ouais. on arrive au brevet en troisième avec des élèves qui sont beaucoup plus à l'aise à prendre la parole. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça, c'est qu'on a très peu l'occasion de parler quand on est un enfant. Je ne sais plus c'est quoi le ratio, mais il faudrait voir combien de minutes un élève parle par jour dans une classe par rapport à un enseignant. Et ça fait peur. Et donc, l'école dehors, pour moi, ça permet à l'enfant de se connaître et aussi à l'enseignant bah, de connaître ses élèves et d'être beaucoup moins fatigué parce que une fois que les règles du jeu, elles sont données et qu'ils sont en train de faire tout plein de multiplications ou de trucs et tout, mais en fait, en vrai, moi, je foutais pas grand-chose quoi quand j'étais dehors. Non mais en fait, les élèves, ils sont géniaux parce que ils adorent rendre service, ils adorent avoir des responsabilités, donc ils installent tout le jeu. Après, c'est parti. Il y a un arbitre. Donc, moi, je suis derrière, j'écoute, je regarde un peu ceux qui sont en difficulté. Alors que dans la classe, mais va maintenir. Maintenant, on a des classes entre 25 et 30 élèves en moyenne. Et tu es là et tu sais, t'as l'impression d'être bah, enfin, un animateur et de devoir les porter, de devoir tout donner comme si tu étais au théâtre. Alors que là, ils sont acteurs, en fait. Ils Ouais. sont acteurs de leur apprentissage. Et un jeu dehors, pour moi, ça vaut 10 exercices dans le cahier du jour. Non, mais en plus, tu parles de ces profs qui peuvent être un peu genre en mode théâtral pour intéresser une classe, un groupe de 25-30 personnes. Mais t'en as combien? Enfin, moi, j'en ai eu beaucoup, hein, des profs qui sont soporifiques. Mais très clairement, en fait. Moi, j'avais une prof d'histoire, Madame Guillerand. On avait tous l'impression qu'elle était décédée à chaque fois qu'elle Bah, rentrait en classe. parce qu'elle l'était peut-être à l'intérieur, tu Mais vois. C'est c'est aussi des exactement gens. ce que j'allais dire. C'est pas du tout un reproche que j'ai pour cette femme, hein. D'ailleurs, j'embrasse sa famille. Mais je pense qu'elle était en bout de course, quoi. Je pense qu'elle avait 30 ans d'école et qu'elle en pouvait plus de nous parler de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, personne n'a rien capté à ses cours. Parce que évidemment, je me doute que ce genre de configuration-là, en tout cas, quand on nous demande de suivre un programme de manière très précise. Attends, est-ce que tu m'as coupé? Pardon, je sais pas couper, mais on t'entendait. Mais De, je ma- t'ai coupé ton casque. de manière très précise. Ouais, quand on te demande de suivre comme ça un cadre de manière précise, forcément c'est difficile de s'épanouir dedans. Surtout quand tu fais ça pendant, je sais pas, 20, 30 ans, voire plus, c'est super compliqué. Et ce que tu disais sur
sur le fait de s'intéresser à chaque élève et de le découvrir aussi, de savoir qui ils sont. Je me dis qu'eux aussi se découvrent parce que ça résonnait pas mal avec le fait que beaucoup, je trouve, se retrouvent un peu perdus quand ils arrivent au moment où ils doivent prendre des décisions, par exemple après le bac, tu vois. Combien Ouais. d'élèves te disent, bah, je sais pas ce que je veux faire, j'en sais rien moi, si je veux faire de la danse ou astronaute ou coiffeur, ou j'en sais rien. Parce que en Mm. fait, j'ai l'impression que, en t'entendant parler, je me disais, mais peut-être que l'école n'a jamais permis ça, quoi, en fait, sur tout leur parcours. Ouais. Moi aussi, je me dis que l'école n'a pas permis ça. Et je sais pas, je suis entourée de personnes qui ont à peu près le même âge que moi, donc entre 30 et 40, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression, moi, de presque revivre une deuxième adolescence où je me dis, ah bah tiens, bah, j'ai eu des enfants, là ils ont un peu grandi, ils ont 6 et 9 ans, et je recommence à avoir un peu de temps pour moi. Et tu vois, il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert que je savais peindre. Ouais. Mais en fait, parce que la seule peinture que j'ai faite, bah, c'était pour recopier des choses ou de faire des numéros d'art, tu vois, mais toujours dans le cadre. Et puis, je sais pas, un jour, je me suis dit, bah vas-y, allez, j'essaye. Je sais pas, je vais essayer de faire un rouge-gorge juste comme ça. Un jour, ça m'a pris. Et en fait, à la fin, je me disais, mais il est trop beau ce rouge-gorge. En vrai, on dirait un vrai, il est trop beau. Et je me suis dit, punaise, en fait, je sais peindre. Tu vois. Mais en vrai, pareil avec tout plein d'autres trucs du quotidien. Enfin, je me découvre aujourd'hui à presque 35 ans. Et je me dis, mais c'est grave. C'est peut-être ça, ce truc de la il faut deux majorités, quoi. Une majorité où tu vis pour tes parents et tes profs, comme on entend que tu vives par rapport, comment dire, aux expériences de tes parents. Et ensuite, tu peux, ben, une fois que tu es parti de chez tes parents, tu vois, ça tombe presque juste, quoi. Ça fait 16 ans que je suis partie de chez moi. Et ça y est, voilà, là, ça y est, j'ai l'impression de, ah bah tiens, en fait, j'aime pas ça. Ah bah lui, je l'aime plus, en fait. Mm. Et ouais, c'est hallucinant de devoir attendre. D'avoir la trentaine pour savoir qui on est, ce qu'on aime et du coup ben faire une espèce de petite crise identitaire alors que ben en fait c'est un peu de la perte de temps. Je pense que si on nous permettait de nous exprimer tel que l'on est, ça irait mieux. Et est-ce Mais que c'est il faut du possible? temps, hein, Est-ce que tu crois que c'est possible? Parce que tu vois, on est tous des. Enfin, moi, je trouve ça évidemment dramatique qu'on nous traite comme des numéros ou des espèces de robots, tu vois. Et puis, tu peux le voir à tout niveau, que ce soit au niveau de l'administration, quand tu es à l'école, quand tu es dans une entreprise, tu peux très vite, dès qu'il y a du nombre, être considéré comme un numéro, une personne. Et puis, il faut que tous Mm. les humains, ils marchent pareil. Et puis, dès que tu sors un peu du cadre, on va te mettre une étiquette bien précise pour dire que soit tu es en situation de handicap, soit tu es quelqu'un qui ralentit le groupe, soit tu es un gars qui mérite d'aller en prison, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est possible, en fait, tout simplement dans notre société et avec autant de gens partout, de faire des classes dans lesquelles les personnalités de chacun pourraient exister Est-ce que c'est du travail de fourmi? Chaque petite fourmi professeur peut s'occuper des petites fourmis autour de lui et, et du coup avoir une conséquence plus globale sur la planète? Mais en fait, je pense qu'il y a un problème de fond et un problème de forme. Euh, Parce que le problème de fond, bah, ce serait que les enseignants eux-mêmes devraient savoir qui ils sont pour inspirer ça à leurs élèves. Ouais, Donc, si toi-même, on te considère comme étant un numéro, ce qui est le cas, ouais, nous, on a des numéros, ça s'appelle un humaine d'ailleurs, c'est le numéro de l'éducation nationale. Euh, Si on arrête de nous traiter comme des numéros, alors on va se prendre pour un prof exceptionnel dans le sens nous-mêmes en ouais. fait, où on va pouvoir en fait enseigner avec notre personnalité et donc ensuite on va pouvoir traiter les autres comme étant exceptionnels aussi. Alors ça c'est le problème de fond. Il faut déjà arrêter de se considérer comme un numéro pour arrêter de considérer les autres comme étant des numéros. Et le problème de forme, c'est que on peut pas tout remettre sur l'école dehors ou la pédagogie active et tout, parce que ce serait se voiler la face sur les conditions de vie à l'école. Moi, Hmm. j'adore mon boulot et je me suis pas mise en dispo parce que je l'aimais pas, je me suis mise en dispo parce qu'il allait me tuer, en fait. Là, Hmm. j'étais à un moment où j'ai tout consacré, j'ai consacré beaucoup, beaucoup de ma vie à mon travail et, euh,
Et je me suis dit, ils vont me tuer. Ouais, t'étais Enfin, cramé, c'est quoi. pas ils vont me tuer, parce que si tu veux, en fait, il y a ma part de responsabilité aussi de toujours répondre aux mails en temps et en heure, parce que j'ai peur qu'on me tape sur les doigts, et du coup, il y a une quantité de travail phénoménale, et on n'ose pas se plaindre, parce qu'après, on est mal vu par les inspecteurs, et après, quand tu te fais inspecter, enfin bref, c'est tout un truc, t'as une pression. Ouais, on parle de charge Donc, mentale, c'est la formule qu'on utilise depuis quelques années, notamment en parlant des mamans qui malheureusement en ont beaucoup plus que les hommes dans la grande majorité des foyers. Mais là, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que tu as tellement de trucs, en plus de ta vie personnelle, hein, et tu as 2 enfants. ah ouais, mais Donc, franchement, le boulot waouh! d'enseignant, ça devait être un peu comme le boulot de soignant. Tu vois, tu travailles avec de l'humain et c'est compliqué de décrocher quand tu viens de faire une information préoccupante et que tu rentres chez toi. Et du coup, ce problème de forme, il étouffe fondamentalement toutes les bonnes volontés des enseignants aujourd'hui parce qu'il y a l'inclusion. Tu vois, tu me parlais tout à l'heure d'enfants en situation de handicap, mais nous, on n'est pas formés à ça. En vrai, enfin, dans la formation qui dure 2 ans, tu as peut-être 3 heures consacrées au handicap Ouais. où on te dit la liste. Alors, les dyslexiques, les dyspraxiques, les dyscalculiques, tu parles que t'oublies, en fait. Bah, Et après, t'as des enfants porteurs de trisomie 21, t'as des enfants qui sont autistes. Et en vrai, à un moment donné, t'as l'impression d'être une mauvaise personne parce que t'as les élèves en difficulté, voilà. T'as les très forts dont il faut aussi s'occuper et nourrir parce que sinon ils font le bazar. Et puis t'as ceux-là qui sont en situation de handicap. et ce qui est horrible, pardon, c'est que en fait, vous portez le poids de beaucoup de choses là, en fait, en tant qu'enseignant et les personnes qui travaillent avec les enseignants. C'est qu'effectivement, il y a de l'humain là-dedans, mais le parallèle avec le monde hospitalier est très juste. Il y a de l'humain là-dedans, donc tu es obligé de te donner, machin, et puis quand ça va pas, c'est à toi, c'est toi la première personne à qui les parents peuvent en vouloir ou autre. Ouais. Et en fait, c'est parce que il y a il y a un manque de moyens, il y a un manque de plein de choses dont je ne pourrais pas parler parce que je ne suis pas spécialiste du sujet, mais ce qui est sûr, c'est que vous subissez les conséquences d'un truc qui va mal et vous êtes quand même comme ça sur le front, vous êtes en première ligne à prendre des balles et c'est fou, quoi. C'est terrible parce que du coup, je me dis que les vrais responsables de tout ça sont pas forcément les plus pointés du doigt ou en tout cas, on va les oublier plus facilement dans la vie quotidienne. Et vous Ouais, et devez puis absorber les chocs. ceux qui sont responsables de ça mettent pas leurs enfants dans nos écoles. Donc, Bien si tu sûr, veux les conséquences de bien tout sûr. Ça ça. aussi, c'était magnifique, mais Mais ouais, en fait, c'est vraiment un problème de forme et de fond. Et du coup, bah, je pense qu'avant de changer le fond et avant de dire aux enseignants, éclatez-vous avec vos élèves et sortez dans les cours de récré, c'est compliqué. Si tu veux, dans ma dernière équipe où j'ai été directrice, moi, on me disait, mais on n'est pas au centre aéré ici. Et parce que j'avais des collègues en fin de carrière, tu vois, et elles étaient démunies, elles étaient fatiguées, et elles avaient franchement pas envie de jouer. Enfin, franchement, ce que je pouvais comprendre, puis de toute façon, moi, j'ai toujours fait mon truc dans mon petit coin, et puis, comme l'écologie, ceux qui veulent s'inspirent, et les autres, faites votre petite life. ouais. Je vais pas commencer à me bagarrer pour faire jouer des enseignantes qui n'ont pas envie. Et du coup, en fait, c'est vraiment ça, c'est un problème d'abord de forme, et de considération, je pense. Parce que tu vois, tout le monde dit, ah ouais. Et moi, les raisons pour lesquelles j'ai pas voulu me mettre en dispo tout de suite, là, parce que je me répétais tout le confort que j'avais, là, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais maintenant que j'y suis, que j'ai changé de boulot, que je suis devenue formatrice école dehors, que je travaille, alors en termes de volume horaire pour les gens, les profs travaillent 4 jours par semaine, donc 24 heures dans la tête des gens. Là, moi, j'ai un contrat de 30 heures euh, avec un employeur plus mes formations dehors. Je travaille, je sais pas combien d'heures par semaine, mais beaucoup. Mais franchement, je suis tellement mieux. Hmm, Le confort, ça n'a pas à voir avec le nombre d'heures travaillées par jour, hein, bien sûr. ni avec le nombre de jours de vacances. Ça n'a pas à voir avec ça. Et ça, vraiment, je crois que il faudrait faire un stage. Il faudrait faire un stage dans les écoles pour se rendre compte d'à quel point ce boulot il est difficile. Parce que moi, je travaille derrière mon ordi 2 tiers du temps. Et je veux dire, j'ai pas besoin, ce que je vous disais tout à l'heure, de porter une bande d'enfants qui a envie de bouger. Hmm. Là, je suis là, et puis oh, bah, je vais me faire un petit café, puis je reviens. C'est pas le même niveau de vigilance. C'est là aussi on a des points communs avec les soignants. On n'est pas en train de se dire, oh là là, il va tomber. Oh là là, le coin de la chaise, et le machin, et le bidule. Et Ouais, il est sorti de la classe, rattrapez-le. En ouais. fait, on n'est pas là-dedans. Donc, on a enfin, 35 heures ou 40 heures de mon boulot aujourd'hui, ça me demande pas du tout la même ressource que 24 heures en classe il y a 2 ans. Bah justement, là, comme est le système
l'éducation nationale aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai ma maman qui est AESH, tu vois, qui assiste des enfants en situation de handicap. Elle en a un sous sa responsabilité. Elle fait ça depuis quelques années. Et donc, je peux voir aussi à travers elle comment ça se passe. C'est-à-dire que je vois que j'ai ma mère je sais pas, ça fait peut-être 5 ans qu'elle fait ça. J'ai pas trop la notion du temps, entre 5 et 10 ans. Mais très, très vite, elle est passée d'un enthousiasme fou C'est à, difficile. à une situation très compliquée. En plus, elle a une sclérose en plaques, donc elle a une situation de santé qui fait qu'elle est un peu plus fragile. Mais en tout cas, je vois qu'elle se décompose en fait et elle vit des choses très difficiles. Elle assiste à des trucs horribles sans être capable de faire quoi que ce soit. Donc elle a des élèves, elle a reçu des formations évidemment très courtes. Elle fait au mieux. Mais elle se retrouve face aussi à des gens autour d'elle qui ne sont pas forcément faits pour ce métier, à des adultes impatients, violents, avec des enfants qui vivent déjà de la violence à la maison. Parce qu'on n'a pas la lecture de se dire si cet enfant il crie, s'il insulte, s'il dit des mots horribles, s'il se fait caca dessus tous les jours, c'est pas par plaisir. Et c'est terrible. Je me dis mais comment un être humain peut résister dans ce cadre-là, que tu sois prof à ESH, assiste, enfin je sais plus ce que c'est après, il y avait les ATSEM, ou je crois que ça a changé de nom, tout Oui, ça, c'est mais les ATSEM, dans les écoles maternelles, c'est celles qui sont là en soutien aux enseignants pour c'est ça, voilà. préparer la peinture et tout ça. Il y en a beaucoup. Et je me dis que quand tu es dans ce milieu-là et que tu as un enfant, que tu le rends à ses parents et que l'enfant te raconte aussi des affaires clairement de pédophilie, quoi. Clairement de maman, elle dort avec moi et puis des fois elle joue avec mon zizi. Voilà, je le dis clairement, hein. Ma mère a entendu des trucs comme ça. Elle a déjà porté plainte. Oui, Elle est déjà allée faire des dépositions en gendarmerie qui n'ont soit rien donné. Parce que derrière, c'est ah, ok, madame, merci de nous avoir prévenus, et ça n'aboutit sur rien. Soit des espèces de peines mineures de c'était l'oncle, et puis l'oncle, il est parti faire 3 mois de je sais pas quoi, et puis il est revenu vivre dans la famille, et il n'y a personne derrière. Quand tu vis tout ça de l'intérieur, et que c'est une réalité, on n'est pas dans du cliché, je pense pas que ma mère, non, ce soit la pas seule à du tout. vivre ça, et que tu dois rendre un enfant tous les soirs à sa famille, où tu sais que la maman, elle a été maman beaucoup trop tôt et qu'elle m'aime sans la juger, je sais même pas ce qu'elle a vécu dans sa vie, mais je me doute que c'est pas joli, et que tu es dans des systèmes. Putain, mais comment tu tiens en fait? Comment tu tiens? Et c'est ce que je me disais en t'entendant parler, c'est est-ce qu'aujourd'hui on. Et après, j'ai une nature pessimiste, donc je devrais peut-être fermer ma gueule, mais est-ce T'inquiète, qu'aujourd'hui. moi, la mienne, elle est optimiste, Alors, on va s'équilibrer. alors tant mieux, parce que comment aujourd'hui tu tiens le coup et tu te dis pas, franchement, c'est foutu. Et donc, du coup, il faut que je trouve ma bouée de sauvetage là-dedans pour pas me noyer avec les autres. Ben, moi, je me suis dit que fallait que je me mette en dispo parce que en fait, j'avais pas mal de demandes de formation école dehors. Et je me suis dit, c'est peut-être le bon moment, en fait, de faire un pas de côté. Alors, la mise en dispo, c'est différent d'une rupture conventionnelle. Tu J'ai peux pas l'expliquer d'ailleurs, démissionné. la mise en dispo. Moi, je comprends que tu sors du système du coup Ouais. de l'éducation nationale, mais Mais c'est que tu tu te peux rends revenir. disponible, ouais. Oui, en fait, en gros, je renonce à tous mes droits, donc j'ai plus du tout de salaire. Et ça, bah, c'est sur autorisation des supérieurs, tu vois. Donc, tu fais un dossier et t'expliques. Mais quand tu as des enfants de moins de 12 ans, ils peuvent pas te la refuser. Ok. Et ensuite, bah, t'expliques ce que tu veux faire comme projet professionnel, si tu veux faire un projet professionnel, et eux, ils valident ou non. Tu peux pas, enfin, il y a des métiers que tu peux pas faire si ça peut porter préjudice à ton statut de fonctionnaire. Enfin, voilà. Donc, mise en dispo. Et moi, je me suis dit, en fait, là, moi, j'ai de la ressource, tu vois, je suis encore au début de ma carrière finalement, parce que j'ai 11 ans d'expérience dans l'éducation nationale. Donc, je me mets en dispo et je vais vraiment mettre toute mon énergie à essayer de soutenir les enseignants comme je peux. Donc, mise en dispo. Et puis ensuite, moi, mon but dans la vie, c'est que les gosses, ils soient heureux, tu vois. Donc, j'ai commencé par faire des cahiers de vacances dehors pour les parents. Voilà. Et après, j'ai fait des fichiers de rentrée dehors pour passer une première journée de rentrée dehors. Et comme ça, les profs ont rien à faire. En gros, comme j'ai fait un peu toutes les classes de la petite section au CM2, eh ben, j'ai créé des cours dans tous les niveaux pour faire une rentrée dehors. Donc ça, c'était l'année dernière. Et si tu Hmm. veux, ces fichiers-là, eh ben, ils ont fait le buzz. Je les ai vendus énormément et j'avais des enseignants qui me demandaient plus de séances, plus d'idées parce que ils avaient envie d'aller dehors, mais ils n'avaient pas le temps de préparer des séances. Donc après, j'ai écrit des livres numériques. Donc j'ai fait 40 séances en maternelle, 40 séances en élémentaire. Et voilà, moi, en fait, ma contribution, ça a été pour l'instant de me mettre de côté et de créer un contenu conséquent
pour aider les enseignants qui veulent aller. En fait, on peut pas tout faire, quoi. Tu Bien veux sûr. pas, une fois que tu as fini ta journée de cours, te mettre à réfléchir à, tiens, comment je pourrais faire de cette séance un truc ludique, amusant avec les élèves. Donc, je me suis dit, au final, bah, je vais me mettre au service de tous ceux qui ont envie de faire classe dehors et je vais leur mâcher le travail. Donc, mon métier, c'est un peu de créer plein de séances dehors pour que, avec un minimum de matériel, faisable partout, dans une cour de récré, dans une prairie, dans un parc de jeux, dans une forêt, peu importe, avec en fait les enfants qui créent leur matériel de jeu. Hmm. On va faire, je sais pas moi, se remettre dans l'ordre croissant, ben, ils vont faire eux-mêmes les étiquettes du jeu, ils vont piocher dedans, ils vont être eux-mêmes des numéros, ils vont se remettre dans l'ordre croissant, enfin tout un truc comme ça. Donc je fais ça. Et à côté, eh ben, je donne des formations, donc je vais dans les écoles et je forme les enseignants à faire classe dehors en les faisant eux-mêmes jouer. Ok. Donc ils jouent à des jeux, version adulte, bien sûr, ils créent leurs jeux, ils jouent à leurs jeux. Et en fait, c'est ça qui est merveilleux, c'est que après, je leur dis, bon, bah alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? Euh, quelle plus-value vous y voyez? Est-ce que ça vous semble compliqué de le mettre en place? Et après, je leur apprends à créer des jeux. Et puis, je m'en vais et ils m'envoient par mail plein de photos d'enfants dehors qui s'éclatent. Et du coup, je suis trop contente. Ouais, c'est Voilà. génial. Bah C'est ouais, parce que du vraiment. coup, tu transmets par ruissellement, grâce à ces fiches, grâce à tout ton travail, tu permets à des gens, sans que ce soit toi directement, de véhiculer les mêmes valeurs et de faire pratiquer aux enfants les mêmes exercices en extérieur. Ouais, c'est super. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on se raccroche à du concret, hein, si je comprends bien. C'est comme ça qu'on tient. C'est plutôt que de regarder la globalité de tout ce qui va pas et se dire, oh là là, le système est foutu. Je veux dire, on n'est pas là pour changer le monde et on ne le changera pas. Un seul être humain ne peut pas changer le monde. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est impacter ce qui est impactable autour de nous, quoi. Bah, exactement, ouais, c'est exactement ça. En gros, tu peux continuer à te morfondre et tu as toutes les raisons du monde de le faire. Soit tu peux te dire, bah, de toute façon, c'est ça que j'ai envie de faire. Voilà, moi, je veux être prof, j'adore les gosses et c'est profondément ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de changer de boulot, bah, je vais essayer de trouver des solutions pour, pour être bien dans mon boulot et pour faire en sorte que les enfants soient le mieux possible. Alors Ouais. évidemment que c'est pas toujours facile, mais pour moi, l'école dehors, pour toutes les situations de handicap et tout, c'est quand même trop génial parce que c'est beaucoup plus facile de différencier les apprentissages, donc c'est-à-dire de faire des choses plus faciles pour un groupe et des choses plus compliquées pour un groupe que dans la classe. Tout le monde a une étiquette. Ah bah lui, il a fait l'exercice 2, mais moi, nous, on a fait le 1 parce qu'on est nuls. Ouais. Et c'est pareil en maternelle, tu as le groupe des bleus, des rouges, des jaunes, mais en vrai, on sait que c'est pas le groupe des bleus, c'est le groupe des nuls. Ouais. Le groupe des jaunes, c'est le groupe des forts, et puis tu vois ce que je veux C'est Oui, dire? on marrant, a. c'est En ma fait, couleur préférée, le bleu, et je pense que c'est pas pour mais rien. moi aussi! Non, mais c'est parce que, tu sais quoi, en vrai, je te dis ça parce que le groupe des bleus, quand j'étais en maternelle, c'était le groupe des nuls. Mais moi aussi, c'est ma couleur préférée, mais comme j'adore les nuls, pour me rappeler, tu vois, je m'étais dit, Ouais. bah, comme je préfère les nuls, bah, je les mets dans ma couleur préférée, en fait. Mais Ah ouais. C'est, c'est eux qui ont le plus à nous apprendre. Non, mais moi, je pense que on peut se dépatouiller et que maintenant, tu vois, les inspecteurs, il faut que ça change d'en bas, hein. C'est comme avec l'écologie, il faut que ça change d'en bas et qu'on propose des nouvelles choses, qu'on n'ait pas froid aux yeux, qu'on n'ait pas peur et qu'on reste nous-mêmes, en fait. C'est extrêmement difficile dans l'éducation nationale parce que le droit de réserve, nanana, nanana. Mais s'il y a des profs qui nous entendent, ils ont tellement besoin de nous. Allez-y, éclatez-vous. Et franchement, il n'y a pas, à part être heureux, on prend pas beaucoup de risques à faire classe dehors, hein. Donc, mais Marie, encore une fois, mais du coup, je- sur cette façon de faire, justement, sur les classes d'or et tout, tu vois, on n'a pas. Moi, ça m'intéresse de savoir comment, à l'époque où tu le faisais, ou même si tu as eu des retours de profs que tu as pu avoir en formation, comment c'était perçu par les parents? Est-ce que tu as des parents qui se disaient, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait, elle, mon enfant qui ouais, grimpe dans les arbres, mais elle est folle? ouais. En maternelle, pas trop. Les parents, ça faisait un petit bout de temps que j'étais dans l'école, donc j'avais un peu déjà ma réputation, pas de folle, mais enfin, j'avais une bonne réputation, je pense, en tant T'aimais le bleu, qu'enseignante. quoi. Donc, ouais. Non, mais ils n'avaient pas peur que je les emmène en forêt, tu vois. Mais par contre, quand je suis allée en CM1 et que là, c'était dans un bon milieu social et tout, parents trop sympas, hein, c'est pas ça, c'est juste, bah, moi, j'ai pas appris comme ça et j'ai réussi. Ouais. Donc, en fait, tu vas leur apprendre autrement, ils vont pas y arriver. Ouais. Alors qu'en maternelle, c'était des parents qui, globalement, disaient d'eux-mêmes qu'ils avaient foiré dans la vie.
Donc l'école, ils avaient carrément un problème avec l'école, avec les fonctionnaires, avec les profs et tout. Donc tout ce qui pouvait être différent de ce qu'ils avaient vécu, bah, ils étaient trop contents que les gamins s'éclatent à l'école. Donc en CM1, par contre, ouais, les parents, bah, ils vont jouer. Non, mais on n'est pas à l'école pour jouer. Ah non, mais en plus, en gros, il y avait deux collèges. Un collège public qui craignait et un collège privé. Ils voulaient tous mettre leurs enfants dans le privé et c'était, comment dire, ils regardaient les bulletins, si tu veux. Ouais. Donc il fallait que les enfants ils soient hyper forts. Donc il faut aller au bout du programme, il faut aller au bout du programme. Oui, ben on va y aller, mais en jouant. Ouais. Et c'était dur. Au début, c'était difficile parce que, en fait, j'avoue, je taquinais un peu, c'est que je faisais classe d'heure en fin de matinée. Bon, c'était pas que pour taquiner, c'est aussi la chronobiologie. Avant de bouffer, on est moins concentré. Et après manger, pareil. Donc du coup, je faisais mes cours dehors à ce moment-là dans la cour de récré. Et quand les parents, ils arrivaient pour prendre leurs enfants, bah, ils les voyaient s'éclater, tu vois. Ils jouaient Ouais. au ballon, machin. Mais en fait, on fait pas une balle au prisonnier. On est en train de faire de la grammaire. Ouais. Il est en train de viser un verbe. Il n'est pas en train de viser, tu vois, c'est tout un truc. Mais au fur et à mesure de l'année, en fait, la technique, c'était aussi de prendre beaucoup de photos. Et j'avais un blog de classe. Du coup, je publiais sur le blog en expliquant les règles du jeu. Et on était en train, voilà, là, on fait de la multiplication, là, on fait de la lecture. Il fallait relier les illustrations au texte. Et en fait, en voyant tout ça, ils m'ont fait confiance. Et puis, les élèves en difficulté ont décollé parce qu'ils n'étaient pas terribles en français, mais ils étaient très bons en sport. Et du coup, Hmm. ben, leur équipe gagnait grâce à leurs compétences de sport. Donc les enfants, les parents sont réconciliés avec un peu cette façon de faire. Et franchement, à la fin de l'année, enfin, j'ai eu plein de remerciements. J'étais vraiment, Non, j'étais contente, quoi. mais surtout, Marie, on la sent, enfin, quelque part, ta fatigue, parce que non seulement tu as quand même fait preuve de beaucoup d'imagination, d'inventivité, de bon sens aussi hein, pour enseigner grâce au jeu, mais en plus, tu devais faire ton boulot de directrice, etc. Et en plus, rassurer les parents. Donc, du coup, avoir un blog, enfin, moi, je suis éclatée pour toi, là. Même si c'était il y a longtemps, je suis crevée, quoi. Bah, il y a pas si longtemps, en vrai, il y a 1 an et demi, j'y étais encore, hein, mais Ouais. 1 an et 9 mois, ouais. Mais non, mais moi, j'adore. En fait, une fois qu'on est convaincu de quelque chose, je pense que la force de la pensée, elle est tellement puissante que moi, quand j'ai un truc dans la tête, de toute façon, c'est foutu. Le jour où je me suis dit, je vais faire du zéro déchet, je n'aurai plus de poubelle, Ouais. c'est fini. Bon. Ouais, je t'admire. Mais non, 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 faut pas. Mais non, mais en fait, c'est parce que j'aime pas avoir tort. Tout ça, c'est. Mais Non, comment mais tu tout fais ça, c'est mental. aujourd'hui en tant que maman quels sont tes rapports avec les profs de tes enfants? Est-ce que ça va? Tu réussis à avoir quelque chose Ah, c'est d'apaisé une ou bonne c'est question. compliqué? Parce que Le forcément. Joker, il est où? Non, non, mais t'es pas obligé de répondre sans rentrer dans les détails. C'est que forcément, Ben, du fait de ouais, ton ouais, c'est. implication, tu peux pas retrouver ce même enthousiasme facilement et cette même envie chez tout le monde. Et c'est comme ça, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que comme je partage pas mal de ce que je fais sur Instagram, les parents, ils me disent, bah moi, j'aimerais trop avoir une prof comme toi. Et en fait, comment lui parler de ça? Ouais. Ben ouais. Mais en fait, moi, je vois un intérêt là-dedans, tu vois, c'est encore mon optimisme, c'est que bah, moi, là où j'ai été directrice, les parents étaient contre et j'étais pour. Hmm. Là, bah, tu es dans une école où les parents sont pour et les enseignants sont contre. Mais en fait, on va tous s'inspirer. Je veux dire, s'il y a des écoles où les parents et les enseignants sont pour, bah, c'est cool, mais ça fera pas bouger les choses. Donc, on est là pour s'éveiller les uns les autres aussi. Donc, j'y vois un petit peu un avantage. Non, dans l'école de mes enfants, c'est très pédagogie traditionnelle. Enfin, on habite dans un petit village calme et cool, voilà, avec des bons petits enfants de bons milieux sociaux. Donc, en fait, l'intérêt de faire ça pour les enseignants, il est quasi nul. Enfin, je pense les endroits où il faut impérativement le faire, c'est les milieux sociaux défavorisés parce que c'est là où les élèves sont le plus en difficulté. Ouais. Mais pourtant, nos enfants, enfin, à ne pas le faire, le risque, c'est que ça devienne des adultes hyper coincés, quoi. Ouais. Et puis, je vais te Enfin, dire, voilà. tu vois, Marie, c'est important ce que tu dis parce que moi, j'ai pas été élevée dans un milieu social pauvre, tu vois. Enfin, c'était vraiment ni riche, tu vois, mais c'était vraiment basique. Et pourtant, moi, j'ai toujours été dans une détresse même scolaire hallucinante Hmm. parce que Ouais, ouais, ouais.
Pour moi, aller à l'école, écouter quelqu'un, j'arrivais pas à être attentive. Et puis, en fait, ils m'ont pas donné finalement le goût d'apprendre. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur même l'école privée. Ça n'a jamais fait un gage de qualité, hein. Moi, j'ai été tout le temps dans une éducation privée et pourtant, j'avais un niveau scolaire médiocre, quoi. Vraiment hyper faible. T'es bleu. Bah non, mais en fait, j'étais pas bleue. Moi, j'étais vraiment dans la nuance du turquoise. Non, mais franchement, j'étais vraiment. Et parce que je donnais pas du mien, parce qu'on n'arrivait pas à me donner envie. Donc, je pense que tu vois. Je Non, mais comprends ce que tu veux il y dire. en a fondamentalement besoin partout. Ouais. Mais les enseignants dans des milieux sociaux favorisés, ils vont pas avoir l'intérêt. Oui, ouais. Alors que moi, j'ai vu des problématiques très différentes et pas moins importantes dans l'une ou l'autre des écoles. Euh, les élèves dans les milieux favorisés, les problèmes que je voyais, c'est plus du harcèlement un peu insidieux, très intelligent pour pas se faire griller et tout. Et des élèves aussi dans une certaine forme de tristesse profonde, même peut-être presque une dépression enfantine. Ouais. Euh, à être dans une case, dans une case, dans une case, parce que les parents, ben, il faut qu'il ait tant de moyenne, il faut qu'ils réussissent, il faut qu'ils réussissent. Et du coup, mais tous les enfants en ont besoin. C'est Pauline Cargomar qui disait que le métier de l'enfant, c'est le jeu. Et on n'a aucune distinction de classe sociale dans cette citation. Tous les enfants ont besoin de jouer. Et Ouais. voilà, c'est juste. Voilà, moi, je me sors un peu les doigts des cuisses pour. Tu vois, Mais il faut, j'ai tellement. parce que Non, mais t'es une j'ai locomotive pour vraiment plein de envie. gens en fait. Et Il y a plein de gens qui peuvent être là, qui peuvent être en soutien et qui peuvent mettre en place des choses que tu peux inventer, créer. Après, on est tous des fourmis, quoi, et puis on travaille main dans la main. Donc chacun son rôle. Il y en a qui seront peut-être plus doués pour inspirer. Il y en a d'autres qui vont, une fois qu'ils auront l'idée, savoir la mettre en place, etc. Et c'est vrai ils que vont la mettre en place. Et en c'est fait, ça qui est cool. ils auront pas un rôle moins important. C'est que les collègues vont les voir. Ouais. Et alors, en fait, ça diffuse. Ça peut foutre un peu la merde, hein, parce que moi, mes élèves, du coup, ont joué dehors et quand les autres qui étaient dans les classes nous voyaient, Bah, tu ils m'étonnes. disaient ah, madame, pourquoi nous, on va pas comme Madame Petit? Et moi, j'étais oh non, chut, Et chut. tu parlais de niveaux sociaux. Par exemple, est-ce que dans les programmes que tu as mis en place, tu as noté que tu avais plus de demandes de certaines catégories d'écoles plus que d'autres, ou est-ce que c'est assez mélangé? Non, c'est mélangé. Ok, Je fais des formations dans les écoles publiques, dans les écoles privées, dans les écoles alternatives. ok. Non, C'est assez c'est équitable. franchement mélangé. C'est pas réservé Ouais, à une élite, justement, non, qui a non, les moyens de se poser non, ces non, questions. Parce que non, tu vois, franchement, pour le non. coup, moi je viens d'ici, hein, la campagne à côté de Bordeaux, où il y a où le niveau social, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, il y avait quand même beaucoup de familles pauvres. Et Mhm. la campagne un peu perdue, et puis il y a des campagnes encore plus perdues que chez moi, mais ça me fait beaucoup penser, depuis que j'ai habité à Paris pendant 10-15 ans, ça me fait penser un peu à ce qu'on retrouve dans les banlieues. Alors évidemment pas dans les structures, euh, mais sur ce côté partie de la population un peu dénigrée et mise de côté, et un peu invisibilisée. Mhm. Et quand tu es vraiment dans la famille de campagnards où vraiment t'entends les blagues, tu les entends nulle part ailleurs, et que t'entends que bon, ça se touche un peu les kikis avec la cousine et machin et trucs. Non Oh mais mon Dieu. oui, il y a des choses vraiment pas très belles. T'as un papy alcoolique qui veut te buter, t'as 3 ans, il te regarde genre je vais te tuer toi. Enfin, tu vois des trucs de ton oncle qui essaie de tuer sa sœur. Enfin, à coup de voilà, je vais te coller un coup de poing. En vrai, j'ai vu des scènes quand j'étais petit. Moi, je pensais que tout le monde avait grandi comme ça. Alors après, à quel point ça s'est passé longtemps ou pas, ou à quel point ça m'a choqué en fonction de ma sensibilité, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que cette France-là, quand tu viens de là, tu peux en avoir honte. T'as pas honte des gens que t'aimes, ou de ce milieu-là, mais parce que tu sens qu'il y a quelque chose de pas normal. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, que je suis papa et que je suis revenu dans ce coin-là, on a beaucoup de chance parce qu'on est tombé sur une super école, avec le directeur Fred, qu'on a interviewé pour un podcast l'année dernière, enfin voilà, c'est son travail à lui, le travail des gens qui y avaient avant, le travail des gens qui sont là maintenant, qui fait qu'ils font de cette école perdue dans le trou du cul du monde un truc magnifique, où il y a beaucoup d'humains, ils sont très à l'écoute des émotions, et rien que pour ça, c'est super. Mais je peux entendre autour d'amis qui ont des enfants, etc., et puis voir aussi, hein, des fois,
des choses qui montrent qu'il y a toujours cette violence. Il y a toujours des parents où le gars, il a 30 ans, il en fait 50 parce que, et une fois de plus, ça peut sonner critique, mais je ne le critique pas. Je veux dire, Non, à je sa comprends. place, je serais au même point si j'avais grandi comme lui et fait voilà, la même vie. Mais où tu vois qu'il y a de l'alcoolisme, il y a de la violence verbale, sûrement physique, et de se dire quand, tu vois, j'ai 38 ans aujourd'hui, hein, quand tout ce temps-là, ça n'a pas évolué, ça fait un peu peur, quoi. Pourtant, t'en parais 50. Hein. Oui, bah, c'est la Bah, fatigue. prends pas mal, c'est pas une critique. C'est la fatigue et le whisky. Non, mais ça fait peur, mais en même temps, Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que cette France-là, je la vois pas représentée. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de violence, il y a de la détresse. Il y a des gens qui œuvrent comme toi. Tous les professeurs, tu as des petits anges gardiens qui sont là pour les enfants, que ce soit même la dame de la cantine. En fait, tu as des gens, heureusement, qui sont là. Ils mettent leur cœur et ils sauvent la vie d'un enfant qui pourrait se sentir vraiment dévasté par tout ce qui se passe autour. Mais en même temps, il y a 1200 kilomètres entre ce qu'on vit, nous, dans nos villages, et ce que tu vois à la télé, et la politique, etc. Et des gens qui viennent faire deux visites par an dans un village en disant « Je vous comprends, mais ferme-la, t'es né où, toi? T'es né où ?» Et une fois de plus, oui, j'allais dire j'ai pas de haine envers les riches, mais si, j'ai une haine envers les riches, tout en ayant conscience qu'elle n'est pas justifiée, et qu'elle vient juste de mon enfance blessée. Mais en même temps, ils vont se créer où et quand les ponts, quoi, pour que les choses changent et que ce soit des vrais ponts sincères et non pas des faux ponts pour faire genre et récupérer des voix, quoi. ouais, mais je pense que tant que ça, enfin, tu dis ça n'a pas changé du coup, en 30 ans, bah ouais, mais ça n'a pas changé parce on n'a rien fait pour que ça change. Et du coup, tant que l'éducation, ce sera pas une priorité, bah, ça change, il n'y a rien qui changera. Et c'est compliqué, je pense, en France, pourquoi ça fonctionne dans des pays comme la Finlande ou d'autres pays nordiques à l'école. Bah parce que le système, il est complètement inversé, c'est-à-dire que on va considérer l'enfant comme, on va dire, euh, quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est le futur. L'enfant, c'est le futur, c'est les citoyens de demain. Donc, si on le met au centre des décisions et qu'on construit la société autour de lui, on a toutes les chances d'y arriver. Mais là, c'est pas le cas. On construit toute notre mode de société, notre mode de vie sur les adultes. Et ensuite, on fait les horaires d'école des enfants en fonction du travail des adultes, alors qu'on sait très bien que à partir de telle heure dans la journée, ça sert plus à rien. Mais enfin, rien n'est fait fondamentalement dans l'intérêt fondamental de l'enfant. L'enfant, on sait qu'il aime jouer, on ne le fait pas jouer. On sait que c'est difficile pour lui de rester assis, ben, on le laisse assis. Je ne sais plus combien de temps les médecins préconisent de passer du temps dehors. Il me semble il faudrait 4 heures par jour Waouh. par enfant pour être bien, quoi. 4 heures, au final, sur une journée de 24 heures, ça fait un sixième, ça va. Les miens le passent, ce temps dehors-là, surtout quand on est en vacances, largement même. Mais au final, vacances confondues, week-ends confondus, les enfants passent en moyenne 1 heure dehors Hmm. par jour. Donc on n'y est pas. Mais si on prend toutes les préconisations, même d'activité physique, tu vois, aujourd'hui, on se plaint de plein de trucs, mais moi, c'est à croire parfois que ça les arrange, mais les enfants on a des problèmes d'obésité, on a des problèmes de sédentarité, on a des en fait, il y a une solution. Il y a des solutions, mais on part pas des problèmes pour essayer de les régler. On reste dans notre petite flaque. Et puis aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui est, enfin, tu vois, tu me parlais un peu des politiques, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est des personnes qui sont au pouvoir pour 5 ans. Ouais. Donc en fait, ils règlent leurs problèmes sur un temps qui est très court. Et puis les ministres, ils restent très rarement 5 ans. Un ministre de l'Éducation nationale reste, regarde la dernière, là, il est resté un mois. Bah, Donc tu 24 vois, jours, je crois même. Bah, disons qu'elle a pris des décisions qui ont précipité son départ. Ouais. Enfin, en tout cas, elle a eu des déclarations Il y a eu quelques petits problèmes, oui, qui pouvaient de. créer des couacs, Ouais. bizarrement. et en fait, je pense que c'est ça. Le souci, c'est que on voit pas à long terme. Et l'écologie, c'est exactement pareil. Quels intérêts auraient les présidents à se préoccuper de ça, alors qu'on dit en 2050, il fera tant de degrés. Bah oui, bah en attendant, on est en 2024 et il va partir, il va partir trop vite pour que ce soit quelque. Enfin, on a un temps politique et on a un temps de vie, et on a un temps d'humanité qui sont pas les mêmes temps. Et donc les décisions, elles sont pas prises
aux bons endroits parce que nous, les citoyens, c'est ce que je dis, on vit pas dans le même temps que les politiques, puis on n'est pas du tout là aussi pour les mêmes, comment dire, enfin, moi, le pouvoir, tu vois, j'en ai rien à faire. Ouais, on est dans des Mais mondes si différents. t'es là que pour, si t'es là que pour l'argent et pour tes électeurs, en fait, tu fais des choses pour plaire, et En puis du fait, coup, ça peut pas j'ai quand même fonctionner. l'impression que entre la vie, pour grossir un peu le truc, mais entre la vie des hommes politiques, voilà, si je généralise, et la nôtre commun des mortels, même si commun des mortels, pareil, hein, il va y en avoir plusieurs, c'est un petit peu comme essayer de comprendre ce que c'est le quotidien d'une famille qui meurt de faim en Éthiopie depuis nous, notre place. C'est-à-dire qu'on va pouvoir nous expliquer ce que c'est, on Mm. va pouvoir dire, ah oui, ça doit être dur, ceci, cela, mais mec, t'as beau dire ça doit être dur, t'as beau aller en Éthiopie une fois et tu vas te prendre une claque et tu vas comprendre. Si tu ne le vis pas au quotidien, si tu n'as pas grandi là-dedans, ou si C'est tu ne vrai. passes pas vraiment du temps, tu ne sauras jamais. Tu pourras que t'imaginer. Est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce qu'il faut être, pour être un bon homme politique, est-ce qu'il faut avoir avoir eu 1000 vies? Est-ce qu'il faut vivre partout, dans plein de villes différentes, passer du temps, peut-être en stage dans différents métiers? Peut-être. Mais peut-être que la clé aussi, c'est simplement reprendre une posture d'humilité, ce que je ne vois pas beaucoup en politique. Pouvoir dire, Mm. bon voilà d'où je viens et je suis très clair là-dessus. Voilà tout ce que je ne comprends pas. Maintenant, je suis ouvert. Voilà, j'ouvre mon cerveau. Et j'ai pas l'impression que ce soit une posture qu'on trouve beaucoup. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure quand on parlait au début, et on conclut du coup avec ça. Et d'ailleurs j'ai oublié. T'es mais- énorme. Non mais ça me faisait penser à quoi ça, ce côté je sais pas et je dois apprendre. C'était quand on avait un parallèle avec les enfants là-dessus. Bon mais je l'aurais pas. J'apprends donc je suis. Non, 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 je mais- sais plus. Bon, je sais plus. Bon, je sais plus. Bref, donc voilà, politique, nanana. Mais Ouvrez-vous. pour revenir sur du concret, du coup, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Pour pas baisser les bras et se sentir acculé par tout ça, on n'a qu'une seule solution, c'est agir autour de nous. Et après, soit la société petit à petit, elle changera et on sera là pour le voir, soit non. Mais on n'a pas d'autre choix. En tout cas, si on fait le choix de vivre ici et de rester sur cette planète, ben, et de défendre nos valeurs, c'est tout ce qu'on a à faire. Ouais, je pense que les adultes, avant d'essayer de soigner les enfants, il faut qu'ils se soignent eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment un long cheminement. Mais je pense que tout part de là, en fait, hein. L'écologie, le développement personnel, etc. Parce qu'on part avec un bagage lourd. Et moi, je remarque qu'en fait, au final, on est les parents qu'on aurait voulu avoir. Tu vois? Et de génération en génération, on recrée des, quelque part un nouveau déséquilibre et un nouveau déséquilibre. Si tu as eu des parents peut-être trop stricts qui t'ont demandé de ranger tout le temps, bah, tu as peut-être tendance à trop ranger à la place de tes enfants et du coup tes enfants ils savent pas ranger et tu vois on recrée des dynamiques comme ça. Ouais. Moi je pense que c'est important aujourd'hui en tout cas pour travailler avec les enfants, déjà de se sentir bien, de prendre soin de soi. Euh, c'est hyper nécessaire et donc du coup bon si je peux demander à ceux qui nous dirigent d'essayer d'être un peu plus humains. Mais j'ai l'impression que plus ça monte dans l'échelle, et moins ils le sont. Mais en tout cas, ouais, il faut prendre soin de soi pour être heureux et pouvoir diffuser un peu de bien-être. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, c'est passionnant à chaque fois de parler avec toi et Merci. de t'écouter, ça fait du bien. C'est vrai que t'es une chic fille. Ça, Oh, mais merci. on peut pas C'est te trop l'enlever, quoi. Ouais, et t'es même gentille. Non, vas-y. Mince, j'ai essayé de faire mieux, mais je suis nul en compliments. Alors, franchement, si je peux te dire un truc, gentil, je trouve Ouais. que c'est vraiment le pire des compliments. C'est vrai, T'es gentille. c'est C'est vrai. vrai, elle est gentille, ouais. Elle est C'est- gentille, ouais. ouais. Non, moi j'aime Allez, bien. Moi j'aime bien alors les gens que- gentils. Alors que, en réalité, moi, je trouve que c'est un super compliment. Bah, surtout quand t'as eu un papy qui voulait t'assommer avec une bouteille en verre, je Ouais. t'assure. T'es content de plutôt savoir Ouais, que- cool. mais tu vois, moi, je préfère qu'on me dise là, t'es bien rebelle, j'aime bien. Gentil, tu sais, ça fait un peu mouton. Ouais. Et moi, j'essaie un peu de sortir de là, tu vois. Alors, t'es un Donc, mouton rebelle. Et ben voilà, franchement, c'est bien, c'est l'équilibre. Non, mais merci Un mouton énormément, Marie. On va partager. Suivez Marie parce qu'elle est Ouais. typiquement. Alors, s'il y a bien quelqu'un d'inspirant ici, c'est bien elle, quoi. Vous pouvez la suivre sur Instagram et puis même taper Marie Petit sur Google pour retrouver ses bouquins et comme ça vous voyez lequel vous inspire si vous voulez commencer du début, de la fin, du milieu. C'est vous qui voyez. Soyez autonome, bon sang. C'est ça. Écoute, merci. Je sais pas si tu voulais te dire un mot de la fin particulier. Tu sais, on est comme Miss France ici. Hein. C'est vraiment, t'as le micro et tu peux dire ce que tu veux. Ah Et bah, mais les vous- guerres. Ah, c'est trop bien. J'ai fait des études d'esthéticienne dans le but de devenir esthéticienne. Waouh. Non, je rigole. Non, ça c'est Miss France. Non, non, mais juste, non, je sais pas.
soyez vous-même. Moi, je trouve que le monde en global manque un peu d'authenticité. Et du coup, c'est ça que je voudrais voir. Moi, je voudrais un monde plus authentique. Et c'est facile de dire soyez vous-même, mais je trouve que plus on l'est, plus on inspire les autres à l'être. Ouais. Donc, si j'ai un petit mot de fin à dire, c'est ça, parce que ça rejoint l'école, les enfants, les adultes. Ça englobe tout le monde. Voilà. Ouais, bah ouais, mais puis Merci, hein. une Merci authenticité de qu'on m'avoir retrouve chez partagé. les enfants en plus. C'est ça aussi, on doit aussi s'inspirer de ça, hein, des enfants. Exactement. Un enfant, s'il a envie de te dire Anso, dégage, comme comme font les enfants à chaque fois que tu viens à la maison, ils le disent. Hein. Ah C'est non, pour ça que tu viens plus. c'est pas vrai, tes enfants m'adorent. C'est vrai. Ils t'aiment plus que moi d'ailleurs, ça me gêne. Il Merci m'appelle Marie. papa. Merci beaucoup à toi, Marie, et on te fait des Merci à gros vous. poutous. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également, Au revoir. cordialement. Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.